Et le micro par la même occasion, vous en avez deux. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, on va essayer ce soir de vous présenter à la fois les objectifs de ce travail, de vous en donner quelques éléments pour que vous ayez une idée de son avancement, des méthodes que nous avons pu employer pour le constituer. Et nous terminerons par une liste, enfin par quelques exemples d'articles, sachant qu'il y a 646 articles. Rassurez-vous, nous n'avons pas prévu une lecture intégrale de notre projet. Voilà en quelques points le plan de notre présentation. Donc, d'abord, on vous parlera donc de l'objet de l'ouvrage et des objectifs de ce travail collectif. Pardon. Avant de vous parler de la méthode de constitution du dictionnaire, de vous donner un point d'avancement qui sera d'ailleurs pas tout à fait à jour, puisque nous venons d'avoir une réunion d'avancement du dictionnaire. Et enfin, quelques exemples d'articles. Puisque j'arrive plus à parler, oui, je cède la parole. Oui, bonjour. Donc, vous voyez sur la diapo qui est là, donc dans la première partie, objet de l'ouvrage, un petit peu une affirmation de pourquoi une histoire des institutions. Ça paraît paraître un petit peu anachronique peut-être quelquefois, mais je pense que c'est important quand même dans l'esprit de ceux qui l'ont conçu, et en particulier du mien, c'est quand même une volonté d'affirmation du rôle des institutions dans les sociétés, ces institutions qui sont bien galvaudées de nos jours, hein, pour différentes raisons. On les critique, on les méprise, on les met de côté. Donc il nous a paru important de... alors évidemment ça se passe à l'époque moderne, hein, mais c'est pas si différent de nos jours, d'insister sur cet aspect très positif de ce qui constitue un petit peu le cadre et l'armature d'une société dont on ne peut pas se passer. Alors évidemment, on verra que les institutions, c'est une chose, qu'on ne peut pas non plus être complètement esclave des institutions. Le dictionnaire le montre d'ailleurs à plusieurs reprises, puisque on va voir tout à l'heure dans la diapo suivante qu'il y a une lecture large des institutions, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté simplement d'un point de vue juridique, réglementaire, administratif. Voilà, donc je voulais insister sur ce point au départ. Alors maintenant que j'ai retrouvé ma voix, je vais aborder le deuxième point, le deuxième objectif qui est lié de façon assez pragmatique l'idée que les usagers des archives et les lecteurs des ouvrages qui font référence à des réalités juridiques d'Ancien Régime ne sont pas toujours bien armés pour comprendre de quoi il s'agit et que c'est un obstacle à la compréhension de ces documents et même certainement à la recherche sur ces périodes-là que de ne pas avoir quelques éléments d'histoire institutionnelle. Donc c'est un deuxième objectif de cet ouvrage, c'est la constitution d'un outil de référence pour les lecteurs de ces documents anciens. De même qu'il y a des dictionnaires de paléographie, on peut imaginer un dictionnaire des institutions d'Ancien Régime pour comprendre le vocabulaire institutionnel, voir le fonctionnement de certaines institutions qui permettent également de comprendre de quoi il s'agit quand on lit un ouvrage ou un document ancien. Par la même occasion, il nous a semblé important d'essayer de ne pas répéter ce que l'historiographie positiviste de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle a pu écrire sur les institutions locales d'Ancien Régime.
Évidemment, comme dans beaucoup de villes, il y a eu des ouvrages ou des articles savants sur telle ou telle institution d'Ancien Régime. Ces articles, d'ailleurs, sont souvent précieux parce qu'ils donnent une première approche de la documentation ancienne. Mais, bien entendu, il ne s'agit pas simplement, dans notre objectif, en tout cas, d'une compilation de ce qui a été dit à ce moment-là et qui, d'ailleurs, souvent est répété dans des publications de vulgarisation parce que ce sont des sources de deuxième main qui sont faciles d'accès. Donc, nous avons essayé aussi de retourner aux sources et, à défaut de pouvoir le faire nous-mêmes, de trouver des spécialistes qui l'ont fait et qui donc ont une vision souvent beaucoup plus concrète de la documentation sur l'Ancien Régime. Et puis le dernier point, c'est en fait un objectif je dirais culturel. Il s'agit aussi d'une certaine manière de susciter un intérêt pour la recherche sur l'Ancien Régime à Lyon, intérêt qui dépasse, si possible, le strict environnement universitaire, mais qui peut éventuellement concerner des gens qui sont par exemple généalogistes ou simplement historiens de leur quartier, comme on a pu en voir dans nos murs récemment et qui ont pu exploiter des archives très anciennes. Simplement, comme on l'expliquait tout à l'heure, entrer dans ces archives anciennes suppose l'acquisition de connaissances particulières qui ne sont pas forcément dans la culture générale aujourd'hui, d'où l'intérêt donc de notre ouvrage comme aide à la recherche. Alors, de ces 4 objectifs découlent des choix dans la définition des institutions, dans la définition du périmètre géographique de notre dictionnaire, et également dans la chronologie, puisqu'il faut bien commencer à un moment et s'arrêter quelque part. Mais enfin, nous y reviendrons. Alors, j'oubliais aussi de dire que le choix de faire un dictionnaire, donc qui est dû à mon voisin, est très original, en tout cas aujourd'hui. Enfin, c'est pas que c'est génial, mais c'est original, puisque aujourd'hui, il y a très peu de dictionnaires d'institutions de l'Ancien Régime, mis à part dans une région qui a un fort particularisme, bien sûr, qui est l'Alsace, qui a développé un dictionnaire des institutions alsaciennes d'Ancien Régime. Oui, alors avant d'aborder, disons, le vif du sujet et de donner des exemples de ces institutions, il faut quand même préciser ce qu'on entend par institution et dire que notre dictionnaire, il s'intitule Dictionnaire des institutions publiques lyonnaises. Il ne s'agit pas de toutes les institutions, il s'agit des institutions publiques. Alors, définir une institution, c'est tout sauf facile. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une institution? Une institution publique. Alors, le terme, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'une institution renvoie à tout ce qui est établi, fondé, organisé, institué. Bien. Et pour vous dire que c'est évidemment pas toujours très très facile de définir ce que c'est qu'une institution, eh bien, on trouve dans les auteurs des définitions des institutions publiques qui sont plus ou moins vagues, plus ou moins précises, qui évoluent évidemment avec le temps. Pour vous donner quelques exemples, le dictionnaire Larousse dit que les institutions, ce sont les lois fondamentales, la constitution qui régit un État. Bon, là, évidemment, on risque pas de se tromper, mais c'est peut-être un peu succinct et un peu généraliste. Pour les juristes et les historiens du droit, les institutions revêtent un sens plus limité et désignent l'ensemble des lois, des règlements administratifs, des conventions, écrites ou non, qui fixent l'organisation d'un secteur de la vie publique. On est là dans une définition qui est évidemment typiquement juridique. Plus proche de nous, et je trouve
qui correspond davantage à notre objectif et à notre projet. C'est une autre définition. À l'époque moderne, une institution est une personne ou un corps dont les membres sont revêtus d'une dignité et investis d'une autorité publique. Alors là, on entre évidemment dans deux points très importants. Une institution, c'est un groupe de personnes. Donc, ce n'est pas simplement des lois, des règlements, un État donc, qui essaye d'appliquer sa politique. Mais c'est aussi un groupe de personnes et qui sont revêtus donc d'une dignité et investis d'une autorité publique. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est d'abord la notion d'autorité. Il n'y a pas d'institution s'il n'y a pas une autorité au départ. Alors cette autorité, évidemment, elle varie avec le temps. D'une part, elle est d'autre part diverse, sous l'Ancien Régime, évidemment encore plus que de nos jours. C'est bien sûr la monarchie, le roi, mais c'est aussi l'Église, ce sont les communautés d'habitants, les seigneuries, les États, les élections, enfin toutes sortes d'assemblées qui sont revêtues d'une autorité. Autre point donc très important, c'est la légitimité de cette autorité, de ces autorités. Il n'y a pas non plus d'institution durable s'il n'y a pas une légitimité qui est reconnue à ces groupes de personnes. Alors, cette légitimité, elle est évidemment celle du roi, bien entendu, qui agit parce qu'il est la volonté de Dieu. Mais c'est aussi, évidemment, des délégations qui peuvent être accordées à des groupes de personnes et à donc différentes personnes. Bien. Tout cela pour dire, si vous voulez, qu'on est dans une définition beaucoup plus large que ce qu'on pouvait dire dès le début. Et j'insiste pour dire que ce qui a quand même guidé nos réflexions, le choix de nos rubriques d'une part et la façon dont on les a traitées, en particulier pour la plupart d'entre nous, c'est qu'une institution, il n'y a pas d'institution, encore une fois, sans des hommes qui les mettent en œuvre, qui lui donnent une force contraignante, imposent ainsi des actions à d'autres hommes. Ce groupe institutionnel est donc en même temps un groupe social. En même temps, ça nous a permis de nous rapprocher, je dirais, d'études tout à fait récentes qui font que, autrefois, on avait une idée très autoritaire, très hiérarchisée du pouvoir de la monarchie. C'était le roi qui commandait et on appliquait ça dans les provinces. Eh bien, les travaux récents montrent que ce n'était pas du tout le cas et qu'il y avait toutes sortes de modalités, toutes sortes de façons d'exécuter ces ordres, de les faire évoluer, de les faire partager par la société et les populations. Et c'est donc ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage. Et c'est ce qu'on appelle donc une définition large des institutions. Le mieux, c'est peut-être de ne pas éteindre le micro systématiquement, sinon ça va être compliqué. Alors, pour décliner en fait la définition donnée par Philippe Paillard, je dirais qu'il y a de cette définition découlent plusieurs types d'entrées dans notre dictionnaire. Certaines renvoient à ce que nous appellerions aujourd'hui des organisations, des organismes, d'autres plutôt à des réalités juridiques particulières, notamment dans la manière de désigner tel ou tel officier ou dans la manière aussi de passer des contrats. D'autres, enfin, renvoient à des réalités sociales typiques de Lyon et qui ont eu une influence sur les institutions. Alors, sans vous faire la lecture intégrale des articles du dictionnaire, voilà quelques exemples. Donc, une institution royale avec donc le grenier à sel de Lyon, donc organisme chargé de la collecte d'une taxe fort impopulaire sur le sel, la gabelle. Donc la plupart des illustrations sont tirées des fonds des archives municipales de Lyon. Ce n'est pas du tout parce que
Je ne voulais pas présenter les archives départementales, mais c'est surtout parce que je maîtrise beaucoup mieux la recherche dans les fonds des archives municipales. Voilà, donc c'est un projet en fait de bâtiment qui a été conçu pour ce grenier à sel et dont on trouve les traces dans les archives de la Charité parce que en fait ce bâtiment devait se situer sur un terrain appartenant donc à l'hôpital de la Charité. On a également des institutions ecclésiastiques. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'illustrations dans les fonds des archives municipales, ce qui est logique puisque l'essentiel des fonds d'archives ecclésiastiques se trouve aux archives départementales. Mais vous voyez ici une illustration de la destruction du couvent des Jacobins, donc des Dominicains, en 1820. Des institutions communales ou apparentées, en tout cas, comme l'Hôtel-Dieu, puisque l'Hôtel-Dieu de Lyon était géré en principe par les membres de la municipalité, avec donc ici 2 images des fondateurs supposés et légendaires de l'institution, puisque malgré ce qui se racontait, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, bien entendu, ni Childebert ni Ultrogoth n'ont fondé l'Hôtel-Dieu tel que nous le connaissons. Autre élément, des réalités juridiques particulières, comme donc l'élection des consuls, enfin des échevins, avec l'établissement chaque année jusqu'au début du XVIIIe siècle de syndicats, qui sont de très beaux documents, richement enluminés à partir du milieu du XVIe siècle, et qui en fait donnent des éléments donc, sur l'organisation des élections de l'année. Nous avons aussi traité d'une particularité documentaire, et peut-être juridique aussi, concernant le mariage, avec les chartes de mariage, qui sont une typologie documentaire typique de Lyon. Et puis, la notion d'institution s'étend aussi à des réalités plus territoriales. Et notamment, il y a la question des quartiers. Alors, j'ai trouvé ici, ce n'est pas forcément très facile à illustrer, mais un exemple qui est tardif puisqu'il date du XIXe siècle. Vous avez ici un relevé des façades de maisons à démolir dans la rue Bourchanin, le quartier de Bourchanin étant un des quartiers de l'ancien découpage en pénonnage de la ville de Lyon, et donc une réalité à la fois sociale, économique et militaire. Il y a également dans les réalités économiques et sociales les moulins, l'exploitation de l'eau, du fleuve, et tout ce qu'il y a autour, avec donc les taxes qui peuvent concerner l'utilisation de l'eau, l'utilisation des emplacements sur l'eau, la réglementation aussi de ces usages, et notamment donc l'exploitation de ces moulins, l'exploitation de la force hydraulique. Dans les institutions, nous avons inclus également, bien sûr, les institutions ecclésiastiques, mais aussi une certaine manière de célébrer le culte, puisque Lyon se caractérise par un rite particulier au sein du rite latin catholique. Alors ça c'était plus facile, nous avons fait un choix géographique consistant à ne traiter que les organismes publics, enfin ce que nous appellerions des organismes publics ayant leur siège à Lyon, les organismes ayant un lien direct avec la ville de Lyon et ses institutions, et les réalités géographiques ou sociologiques lyonnaises ayant un lien avec ces organismes. Ce qui fait que nous traitons essentiellement de Lyon et de ses faubourgs, bien entendu. Alors vous avez ici un plan que j'ai téléchargé sur le site Gallica.
Donc les délimitations en jaune et en rouge ne sont évidemment pas dans le plan d'origine, c'est moi qui les ai rajoutées, avec donc une délimitation très sommaire de la ville à proprement parler, et puis un dessin également qui représente les différentes zones périphériques qui sont parfois rattachées à la ville et parfois extérieures à la ville, ainsi les différents faubourgs, la Croix-Rousse, Saint-Just, Vèze et la Guillotière qui tantôt relève de la ville, tantôt n'en relève pas, mais qui est bien dans sa zone d'influence. Et puis, bien entendu, nous avons été amenés aussi à faire référence à des espaces plus larges. Alors là, j'ai pris un exemple parmi d'autres. Je ne vais pas vous faire le détail de toute la zone d'influence de la ville de Lyon, la zone d'influence administrative en tout cas. Nous avons évoqué aussi tout à l'heure, lorsque nous faisions une réunion de notre comité, la question de la douane de Lyon et de la cartographie impossible de son aire d'influence dans le royaume. Mais là, c'est simplement une province religieuse, la province des Capucins, qui avait son siège à Lyon, province d'ailleurs extrêmement mal cartographiée sur cette carte conservée à la bibliothèque de Clermont Métropole. Pour la chronologie, c'est très facile quant au terminus ad quem, puisqu'en fait, évidemment, on s'arrête à la Révolution. D'ailleurs, c'est la Révolution qui a inventé l'expression « ancien régime », donc c'est facile. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour savoir quand commencer. Puisque, en fait, bien entendu, quand on parle par exemple des institutions ecclésiastiques, la plupart, enfin beaucoup d'entre elles, peuvent avoir leurs racines au début de l'ère chrétienne, voire un peu plus tard dans l'Antiquité tardive. Et donc, nous nous sommes fixés, je dirais de manière un peu arbitraire, le XIVe siècle comme début de notre propos, sachant que les auteurs parfois ont la liberté de commencer un peu plus tôt. L'exemple qui est présenté, l'image d'illustration que vous trouvez là, c'est simplement un exemple de traces des institutions d'Ancien Régime jusqu'au début du XXe siècle, puisque nous avons un dossier photographique de démolition d'immeubles autour de la place de la Douane, donc vers 1900. Alors, deuxième point, c'est la méthode. Alors sur la méthode, le principe de base quand on veut faire un ouvrage de ce type-là, qui est relativement large, c'est bien sûr, soit on aurait pu décider d'être spécialiste de tout et de tout écrire nous-mêmes, mais c'était sans doute un peu compliqué, et sans doute aurait-il fallu envisager une conférence en 2030, parce que c'est un peu ambitieux pour très peu de monde, ou bien une autre idée plus faisable consistait à aller chercher des auteurs, de préférence compétents pour la période concernée, ayant fait des recherches originales sur le sujet et pouvant donc nous apporter leur connaissance du sujet. C'est donc cette deuxième méthode que nous avons choisie, en nous regroupant en petits comités de pilotage, que vous avez ici, avec, outre nous deux, Benoît Forgeat-Rosson, donc de la Société d'Histoire de Lyon, Anne Forest des Archives municipales, Sophie Malavieille des Archives départementales, Marc Rochet de la Société d'Histoire de Lyon et Olivier Zeller qui est ici présent aussi. Alors pour constituer la liste des notices, le départ de notre travail a consisté à dépouiller les almanachs du XVIIIe siècle, qui sont en effet une bonne source pour recenser les institutions existant, évidemment, au moment de leur publication. Une deuxième source a été les inventaires d'archives, tout simplement, qui eux-mêmes font mention d'ouvrages ou d'institutions d'Ancien Régime. Et nous avons spécialement dépouillé des instruments de recherche, des inventaires d'archives datant de l'Ancien Régime. C'est très pratique puisqu'ils listent souvent des privilèges qui ont cours à l'époque de leur rédaction, les archivistes étant à cette époque-là beaucoup plus intéressés par les questions juridiques et la défense
des privilèges de leur collectivité que par l'histoire telle que nous l'entendons aujourd'hui. Le problème, c'est bien entendu que cette approche engendre un biais important avec des institutions disparues avant la Révolution, beaucoup moins, bien avant parfois la Révolution, qui sont beaucoup moins bien documentées que celles qui sont attestées au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment les hôpitaux médiévaux, certaines maisons religieuses disparues au XVIe siècle, qui ne sont pas forcément attestées et décrites par des inventaires d'archives, puisque les archives elles-mêmes ont pu disparaître. C'est très frappant quand on regarde les archives de l'Hôtel-Dieu, par exemple, qui contiennent des documents médiévaux. Mais ces documents médiévaux sont souvent des documents qui ont été réutilisés, enfin repris par l'Hôtel-Dieu parce qu'ils permettaient de fonder des droits encore en vigueur au moment de la constitution des archives. Et donc des archives plus anciennes qui nous auraient certainement intéressés sur des hôpitaux médiévaux, voire sur l'Hôtel-Dieu lui-même, ont totalement disparu. Donc c'est bien sûr un biais de notre travail. À cela s'ajoute, au-delà de ces dépouillements de documents plus ou moins anciens, la connaissance des auteurs eux-mêmes, de leur sujet, qui a amené bien sûr à enrichir la liste des notices de manière très importante, puisqu'on est passé au début de notre travail, on devait avoir une centaine de notices, et aujourd'hui on est à 650 notices à peu près dans notre projet. Alors les auteurs qui nous ont promis ou écrit des articles, alors, il y en a une vingtaine, je ne vais pas tous les énumérer. D'ailleurs, ce serait injuste pour ceux que nous avons sollicités récemment et qui nous ont promis des articles et qui ne sont pas dans la liste. Mais ce qui me paraît intéressant dans notre travail, sans en chercher à faire la louange de notre propre travail, c'est qu'on a des gens qui viennent d'horizons assez divers, avec à la fois des spécialistes d'histoire religieuse, des spécialistes plutôt d'histoire sociale et politique, et même un géographe, ce qui nous permet donc d'avoir quand même des approches assez différentes de cette réalité institutionnelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors pour l'instant, on en est aux dernières sollicitations des articles, puisque notre objectif, eh bien, ce serait de paraître l'année prochaine. Et même, c'est d'ailleurs très bien avancé, hein, puisqu'il y a peut-être dans la salle des gens qui ont promis des articles. Je n'en vois pas, mais sachez que vous n'êtes pas encore en retard, mais bon. Nous avons un corpus donc, qui fait à peu près 1,5 million de signes, qui devrait compter 1 700 000 signes au terme de sa rédaction. Et donc on peut avoir l'espoir de faire sortir un ouvrage l'année prochaine. Ouvrage qui comportera donc des notices alphabétiques de taille très variée, puisqu'on va parfois simplement d'une entrée lexicale avec 2 lignes expliquant une réalité locale, très simple, jusqu'à des notices qui peuvent faire plusieurs pages, parce qu'une institution est particulièrement importante et son histoire est particulièrement riche. Je pense notamment à la notice sur le consulat qui fait plusieurs pages et qui mêle à la fois des questions d'histoire purement juridique à des questions d'histoire plus sociale. Nous avons aussi des notices qui sont simplement des renvois, puisque un des objectifs du dictionnaire étant de permettre un accès facilité au vocabulaire d'Ancien Régime, il nous fallait aussi pouvoir accéder, enfin donner à des personnes qui n'auraient pas pensé d'emblée à telle ou telle entrée principale, d'avoir une entrée secondaire qui lui permette de simplement revenir à une entrée dans laquelle telle réalité est évoquée de manière plus précise. Nous avons aussi une importante liste bibliographique avec plusieurs centaines de références. L'objectif n'est pas de faire une bibliographie locale,
mais de lister tous les ouvrages ou articles ayant un rapport avec le sujet de notre dictionnaire. Il nous reste maintenant une relecture de fond, et puis des annexes cartographiques dont nous avons parlé tout à l'heure, donc qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai mis dans la diapositive, puisque nous envisageons une cartographie plutôt des lieux de pouvoir, une cartographie des lieux religieux, une cartographie, j'en oublie, sur les questions économiques, culturelles, de manière à aussi donner à voir l'emplacement des différentes institutions, puisque il est évident, surtout dans une histoire très locale, que si on n'a pas cette approche géographique, on ne comprend pas nécessairement les liens entre les différentes réalités. Alors, j'en viens à un point donc, qui simplement est une liste d'exemples, avec d'abord quelques institutions prises au hasard, plus ou moins. L'Académie des Jacobins. Alors, l'Académie des Jacobins, c'est une institution qu'on a prise parmi les institutions culturelles, une institution très, très éphémère. Donc c'est l'occasion simplement de remercier l'auteur de cet article, qui est musicologue et qui a accepté de nous rédiger cette courte notice sur cette académie fondée en 1721, fondée en 1718, attestée en 1721 uniquement par une fête qu'elle a organisée, et attesté également par 17 volumes issus de sa bibliothèque et aujourd'hui conservés à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc une académie extrêmement brève, ayant vécu peu de temps, extrêmement liée à une bienfaitrice et qui disparaît au décès de la bienfaitrice. Cette académie se trouvait à proximité du couvent des Jacobins, donc des Dominicains, sur la place Confort. Je profite également de cette présentation pour rendre hommage au travail archéologique, si je puis dire, qui a été réalisé par l'association Lyon en 1700 et par Fabrice Potier. Et donc le visuel que vous avez là est tiré du site qui a été produit par cette association. Alors on ne sait pas exactement où siéger sur la place Confort cette académie, peut-être dans un local dépendant du couvent. Deuxième exemple, l'Argue. L'Argue, je te laisse la parole. Oui, l'Argue, Argue royale. Alors je complète un peu les propos de Louis pour vous dire que le choix qu'on a fait, il peut être évidemment sujet à caution parce qu'on a en fait choisi des sujets, des entrées qui étaient représentatives du dictionnaire, mais aussi évidemment pour pas trop vous enquiquiner et vous assommer, des thèmes et des sujets qui étaient un peu originaux et qui évoquaient quelque chose en vous, plus ou moins. Alors l'exemple de l'Argue en est un, justement. L'Argue royale, alors évidemment tout le monde connaît à Lyon le passage de l'Argue, qui fait référence à un lieu, mais qui est un lieu essentiellement du XIXe siècle. Alors qu'il existait donc une Argue royale. Qu'est-ce que c'était qu'une Argue ? C'était d'abord un engin, un ustensile, un objet, un ensemble d'objets qui servait à étirer les lingots d'argent, surtout, jusqu'à les réduire à un fil extrêmement fin, et évidemment qui était très manipulé et utilisé et choyé à tous les points de vue par les tireurs d'or et d'argent, métier assez peu connu à Lyon et pourtant encore une fois un métier tout à fait essentiel puisque c'était avec eux qu'on faisait les fameux tissus brodés et autres. Donc ces tireurs d'or avaient la main mise sur l'Argue
bien sûr. Et au départ, ils avaient des argues particulières chez eux, ce qui évidemment n'a pas été du goût du pouvoir royal, qui s'est décidé un jour ou l'autre de faire une argue royale et évidemment, à cette occasion, de prélever une taxe. Donc tout ça, ça a daté de 1672. Donc à partir de 1672, il y a une argue royale avec le prélèvement d'un droit de marque, qui ne cessera d'ailleurs d'augmenter tout au long du XVIIIe siècle. Et les tireurs d'or, évidemment, sont bien maris de ça. Ils essayent de se disputer, de se battre pour éviter ça, mais rien n'y fait. Et donc, en fin de compte, ils sont bien obligés de payer ce droit de marque. Ce droit, finalement, je passe sur les époques, bien entendu, parce que je ne peux pas vous lire toute la notice, mais ce droit finit par disparaître en décembre 1760, ce qui supprime le droit de marque. Donc, sur les argues qui étaient tirées, qui existaient à Lyon et à Paris, il n'y avait que 2 villes en France qui avaient des argues royales. Toutefois, on dit qu'ils continuent à être payés sur les lingots convertis en traits d'argent doré, parce qu'il faut distinguer en effet les traits d'argent et les traits d'argent doré. Alors les tireurs d'or, évidemment, une autre épine dans leur pied, c'était les tireurs d'or de Trévoux. Hein, donc vous connaissez évidemment Trévoux. Et à Trévoux, il y avait aussi une argue qui fonctionnait très bien et qui était exemptée d'impôts. Donc c'était évidemment une concurrence déloyale qui a fini par être abolie en 1781, l'argue de Trévoux, est rattachée à celui de Lyon. Donc voilà un petit peu, très rapidement, cette histoire tout à fait originale, donc d'un instrument, propriété d'abord des tireurs d'or, puis converti en taxe par le roi, et finalement aboli, comme beaucoup d'autres droits un peu du même style, à la fin de l'Ancien Régime, parce qu'on considérait bien entendu que tout cela était une entrave au commerce, et à la libre circulation des objets et des commerces. Alors, un autre type d'institution assez différent, c'est le bureau d'avis. Donc, ce n'est pas une institution spécifiquement lyonnaise, comme l'explique l'article dû à Olivier Zeller, puisque, en fait, la deuxième moitié du XVIIIe siècle voit fleurir des bureaux locaux qui résultent d'un privilège royal accordé au niveau national et sous-traité à des agents économiques dans différentes grandes villes du royaume. L'objet de ce bureau d'avis est de diffuser des annonces et des avis divers dans une publication intitulée d'abord Affiches de Lyon, puis Petites affiches. Alors, je n'ai pas trouvé, pour illustrer cette présentation, un exemple numérisé des affiches de Lyon ou des petites affiches, mais j'ai trouvé un écho du travail du bureau d'avis de Lyon dans la Gazette du commerce de Paris. Et on voit ainsi que le bureau d'avis sert de relais pour des annonces concernant des ventes de vin, avec une annonce concernant la vente de la première classe de rivage du Rhône des années 1762, 64, 65 et 66 à vendre en gros, par exemple. Donc de l'excellent vin de Millery et du Beaujolais de première qualité, etc. C'est une entreprise qui fonctionne bien et qui voit ses annonces se diversifier avec un volume croissant d'annonces locales. Donc une institution auquel on n'aurait pas nécessairement pensé, mais qui résulte bien d'un privilège et donc d'un acte royal. Et c'est pourquoi nous l'avons inclus dans notre corpus. Alors, autre exemple d'institution, cette fois-ci très différent, c'est le Bicêtre de la Charité. Oui, très différent en effet. Alors le Bicêtre de la Charité, c'est un établissement qui est créé, on peut dire ça comme ça, pour faire face à l'afflux des mendiants au sein de la Charité.
Donc les recteurs de la Charité créent par délibération de 1759 le bicêtre qui est édifié sur la photo on le voit là, qui est édifié sur le ténement du monastère de Sainte-Élisabeth, c'est-à-dire à l'emplacement de l'hôtel Sofitel actuel. Donc les recteurs de l'hôpital créent ce bicêtre. Ils prennent ce nom parce que c'est Richelieu qui avait créé un bicêtre à Paris, sur le nom d'une commune des environs de Paris. Et ça fait tout de suite, évidemment, un petit peu concurrence avec l'établissement qui est créé par le roi lui-même et sous l'autorité de l'intendant, qui est le dépôt de mendicité de la Quarantaine. Alors ça fait tout de suite opposition et difficulté entre les deux parce que on accueille finalement à peu près la même population, mais d'après les recteurs de la Charité, donc pas du tout de la même façon, ni avec les mêmes objectifs, ni avec la même vision du devenir de ces gens et de leur utilisation dans la société. Alors je vous passe les détails, bien entendu, mais donc là, les conditions s'enveniment, et je vous cite un petit peu pour vous matérialiser les raisons de ce conflit. C'est un texte que les recteurs de la Charité rédigent pour s'opposer à ce fameux dépôt de mendicité de la Quarantaine en 1764 et qui est typique de la foi de l'esprit lyonnais, de l'esprit de la Charité et de la manière dont ils voient l'enfermement, parce qu'il s'agit d'un enfermement, hein, bien entendu, des mendiants et des vagabonds. Ils les écrivent. Ce bicêtre donc royal serait, d'après eux, contraire à l'esprit de la charité, fondé essentiellement sur l'assistance. Cet hospice ne peut être considéré comme un dépôt de mendiants et de vagabonds, ni assimilé avec le dépôt royal. Ce sont des citoyens, des ouvriers honnêtes et indigents qui viennent, dans les suspensions successives et journalières de diverses manufactures, demander à Bicêtre un asile, du pain et du travail. Nous serions peu dignes de nos fonctions honorables si nous négligions de nous représenter que ce grand nombre de malheureux citoyens, qui se jettent eux-mêmes dans l'hospice, si on peut dire, ne doivent pas être confondus avec les mendiants et les vagabonds. Il est évident que si l'hospice de ces braves ouvriers est supprimé, la mendicité renaîtra dans la ville. Les mœurs de ces braves gens se pervertiront dans le dépôt royal parmi les vagabonds et les mendiants étrangers, que rentrant ensuite dans les travaux de nos manufactures, ils y apporteront la crapule, la débauche et l'indifférence au crime. Que leur corruption forcera les chefs des fabriques de les en chasser, et qu'ils iront alors augmenter le nombre des vagabonds et des scélérats. C'est une lettre au ministre Vergennes en 1781. Voilà. Alors évidemment, ils prétendent là aussi que le traitement réservé à tous ces gens n'est pas du tout le même. À la Charité et au Bicêtre et le dépôt de la Quarantaine, en fait, c'était assez semblable. Donc finalement, par arrêt du Conseil, je passe là aussi sur les époques assez rapidement, mais par arrêt du Conseil du 9 septembre 1783, le roi, entre guillemets, étant informé que les revenus de l'hôpital général de la Charité de Lyon ne lui permettent pas de subvenir à tous les objets et dépenses dont il est chargé, c'était une bonne excuse, et Sa Majesté, voulant le décharger de celles particulières qui lui occasionnent les mendiants détenus au Bicêtre de cette raison, supprima le dit Bicêtre à compter du 1er octobre suivant, et ordonne le transfert des mendiants qui y sont détenus au dépôt royal de mendicité de la Quarantaine. Donc il n'y a plus à cette époque-là qu'un seul dépôt de mendicité. On a également beaucoup d'autres exemples. On va peut-être en présenter quelques-uns, et puis si vous avez, s'il y en a qui vous parlent plus particulièrement, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Les boucheries, donc autre institution
Les boucheries, là je me permettrai de citer l'article très documenté d'Olivier Zeller, présent à la salle, qui a rédigé un très long article sur ce sujet, qui précise quand même, il faut voir que la question de l'approvisionnement en viande à Lyon était extrêmement important parce que le niveau de consommation carnée était particulièrement élevé dans la ville. Thierry Argan, qui est un spécialiste de la question, qui a écrit un ouvrage sur ce sujet, donne des chiffres et il nous dit que en 1543-44, donc au milieu du XVIe siècle, les Lyonnais consomment l'équivalent de 200 grammes de bœuf par jour. Et avant d'atteindre 300 grammes en 1788. Alors ça, c'est évidemment un point important pour l'importance de la boucherie, des boucheries à Lyon. Mais le deuxième point important, c'est évidemment l'insalubrité engendrée par la boucherie, parce qu'il y a des boucheries fermées et des boucheries ouvertes. Alors les boucheries fermées, c'est, si j'ai bien compris, des boucheries on abat les animaux au milieu de la boucherie, tandis que les boucheries ouvertes, ça se fait dans la rue. Donc voilà, ça crée évidemment pas mal de difficultés de toutes sortes et d'insalubrité. Donc c'est un leitmotiv aussi, évidemment, qui revient absolument sans arrêt. Donc il y avait un certain nombre de boucheries à Lyon. Donc il y en avait essentiellement 4, donc si j'ai bien compris. Une à Saint-Nizier. Donc ces boucheries, je vous passe les détails aussi, vous relirez l'article, donc évolué au cours du temps, parce qu'évidemment, étant donné les problèmes d'insalubrité, on essayait de les déplacer le plus loin possible. C'était un genre d'activité, évidemment, qu'on éloignait du centre-ville. Donc il y avait boucherie des terreaux, il y avait une boucherie aussi à l'Hôtel-Dieu, et une boucherie aussi du côté de Fourvière. Alors, ces boucheries, les bouchers, parce qu'évidemment, il y a non seulement la boucherie, mais aussi les bouchers, qui sont évidemment une population assez riche, même riche dans l'ensemble, et particulièrement remuante, et qui sont à l'occasion de nombreuses manifestations, révoltes, émeutes, etc. En particulier, en 1714, à l'occasion de la fiscalité de ce qu'on appelle le pied fourché. On dira un mot tout à l'heure de ce que c'est que ce pied fourché. Ils tiennent la dragée haute au consulat par des rassemblements armés. Ils organisent la pénurie de viande. Ils saccagent la maison d'un financier. Ils mettent en déroute le guet, les arquebusiers et le pénonnage de service. Bien sûr, cette activité de boucherie engendre toutes sortes d'activités secondaires, qui sont elles aussi très polluantes, comme on dirait aujourd'hui, en particulier la fabrication des chandelles, donc qui sont réservées à des quartiers très pauvres entourant l'Hôtel-Dieu et qui nécessitent de faire construire par le consulat en 1670 des fonderies municipales au bord du Rhône, en un lieu vanté et exempté de tout risque de propagation d'incendie. Voilà. Alors, toujours dans le domaine économique, mais dans un domaine bien différent, la compagnie des chaises à porteurs. Alors, les chaises à porteurs ne ressemblaient pas du tout à ça, enfin, en tout cas, celles de cette compagnie-là ne ressemblaient pas à ça, puisqu'elles étaient peintes en gris, et que, mis à part certaines compagnies, certaines chaises à porteurs de cette compagnie qui étaient peintes en noir avec un H dessus pour assurer le transport des malades. Donc cette compagnie est fondée à la fin du XVIIIe siècle. Elle a le monopole, par privilège royal, du transport des personnes par chaise à porteurs publics, ce qui suscite un grand émoi auprès des petits entrepreneurs de chaises à porteurs locaux. En fait, moyennant donc un prix de location, on pouvait ainsi être transporté par chaise à porteurs à la journée.
avec toutefois un supplément pour les chaises à porteurs qui devaient monter les collines, puisqu'évidemment, ça fait un peu plus de travail pour les porteurs. Donc il s'agit bien, là encore, d'une institution, puisque c'est en fait une compagnie monopolistique instituée par lettres patentes royaux. Alors, le Chasse-Marée, encore une institution... Chasse-Marée, oui, une institution originale. Chasse-Marée, c'est en fait une voiture à cheval, enfin quelquefois plusieurs voitures, tirées par plusieurs chevaux. Le but étant évidemment de transporter le poisson frais le plus rapidement possible. Alors évidemment à Lyon, c'était pas évident, étant donné l'éloignement de la mer, mais c'était quand même extrêmement répandu et très bien organisé. L'approvisionnement de Lyon en poissons était en effet d'une très grande importance, puisque faire maigre était une obligation près des 2 tiers de l'année. On trouvait ainsi facilement des poissons de mer, fumés et salés, et des poissons frais de rivière et d'étangs proches. Mais la présence à Lyon de princes incita le consulat à organiser l'approvisionnement de la ville en poissons de mer frais à partir du XVIe siècle. Donc le poisson devait arriver vivant à destination. Il était transporté dans des paniers spéciaux. Le voyage s'effectuait de nuit dans des voitures à cheval lancées à toute bride. L'équipage empruntait la même route que les postes. Et évidemment, il fallait changer rapidement de chevaux dans les relais où l'on guettait son arrivée. Pour que les voitures passent les péages sans tarder, évidemment, et sans s'arrêter, le consulat fournissait aux Chasse-Marée des lettres d'affranchissement et des couvertures pour les chevaux aux arbres de la ville, de façon évidemment à bien les repérer. Donc il y avait 2 Chasse-Marée à Lyon, l'un qui venait de Provence et qui apportait les poissons du Rhône et de la Méditerranée, et un autre de Genève qui transportait les poissons du Rhône, des étangs de Dombes et du lac de Genève et du Bourget. Alors, une institution, là encore, à la frontière entre ce qui relève de l'économique et du social et du religieux, c'est la confrérie des pénitents du Confalon, donc confrérie de pénitents blancs, avec bien sûr un cœur de l'activité de la confrérie qui est constitué par des obligations religieuses, avec un autel à Saint-Roch qui est invoqué contre les épidémies, une chapelle célèbre par sa décoration fastueuse et qui était située près de Saint-Bonaventure. Mais c'est aussi un lieu important pour, je dirais, la bourgeoisie locale, puisque c'est une des confréries les plus fermées de la ville, avec un droit d'entrée très élevé, fixé à 100 livres, ce qui est une somme très importante. Et également, c'est un lieu où, en fait, on procède régulièrement à des quêtes pour à la fois compenser les victimes de mauvaises affaires, les prisonniers pour dette, et d'autre part pour alimenter l'aumône générale. Donc c'est en fait un lieu qui constitue à la fois bien sûr un lieu religieux, mais aussi un lieu d'entre-soi et de préservation d'une certaine stabilité sociale, spécialement à la fin du XVIIIe siècle. Alors pour illustrer le couvent des Cordeliers de Saint-Bonaventure, j'ai pris une image postérieure qui me permet également de faire allusion à une autre institution d'Ancien Régime qui est le concert, dont on ne parlera pas en détail. Donc le concert dont vous voyez le bâtiment en cours de démolition derrière la colonne, juste à côté donc de l'église Saint-Bonaventure qui, elle, bien entendu, est toujours là. Donc le concert qui est en fait une des institutions ancêtres, si je puis dire, de l'actuelle Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, puisqu'elle est héritière de l'une des académies qui faisait fonctionner ce concert. On a donc par ailleurs
l'église Saint-Bonaventure, donc, qui est un lieu important pour l'histoire lyonnaise, puisqu'elle a été théâtre de plusieurs événements majeurs, hein, des épisodes de la Grande Rebenne au début du XVIe siècle, avec donc une révolte alimentaire importante, la fondation de l'aumône générale, mais également les vêpres lyonnaises, donc en 1572, le massacre de protestants à Lyon, et bien sûr, à la fin de l'Ancien Régime, la réunion du tiers-État dans les locaux du couvent. La noblesse et le clergé étant réunis dans le bâtiment du concert, donc juste à côté. Le couvent Saint-Bonaventure, donc, qui porte ce nom à partir de la fin du XVe siècle, puisque Saint-Bonaventure est canonisé en 1482. Donc le couvent Saint-Bonaventure est le lieu de dissension entre les deux tendances des franciscains, ce qu'on appelle les observants, qui sont plus rigoristes, et les conventuels, qui sont plus souples. Au XVIe et XVIIe siècle, le couvent est rattaché à l'observance, mais comme le disent certains réformateurs, des tendances conventuelles subsistent. La querelle, en fait, reste très présente jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, on voit quand même un certain apaisement dans la vie de ce couvent. Alors, les crieurs, autre institution importante puisque consacrée à la diffusion de l'information. Les crieurs, c'est une institution très ancienne. La comptabilité municipale montre qu'il existait, à la fin déjà du XIVe siècle, un roi des ribauds, on verra qui était ce personnage un peu plus loin, qui était un bas officier de la justice séculière, qui remplissait les fonctions de crieur public pour le conseil de ville. On cite une phrase ébaillée qu'on trouve dans les comptes municipaux, ébaillé au roi des ribauds, cri public pour crier l'ordonnance des tauliers, 2 sols sidoniers, etc., etc. Bon. Au milieu vers la fin du 1576 exactement, Charles IX crée un second office de crieur public à Lyon, ce qui ne manqua pas évidemment de provoquer un conflit avec d'autres crieurs. Et en 1690, furent créés à Lyon, comme dans d'autres villes du royaume, 2 offices héréditaires de jurés crieurs d'enterrement. Parce qu'il y avait des crieurs un peu pour tout, donc des crieurs d'enterrement. Ces officiers étaient chargés d'envoyer ou de porter à ceux qui en ont besoin les billets d'enterrement et devaient surtout pouvoir seuls à la fourniture des tentures pour les funérailles. Le consulat demanda l'union des 10 offices à tous ceux de crieurs publics, ce qui lui fut accordé par arrêt du Conseil, moyennant une taxe de 20 000 livres et les 2 sols pour lui. Bien. Nouvelle création de crieurs en 1694, que le consulat dut, une fois de plus, comme c'était souvent le cas, réunir et payer la finance. Au début du XVIIIe siècle, la ville était donc en possession de 4 offices, crieurs de corps et de vin. La ville tenait tout particulièrement à garder la maîtrise sur ce dernier, crieur de vin, et n'avait pas manqué, en 1626, de soutenir que le droit de nommer cet officier lui appartenait exclusivement. Voilà. Donc il y avait aussi donc les crieurs d'enterrement, donc crier le corps des morts. Ils allaient quérir et rapporter les manteaux, robes et chapeaux pour les obsèques et les funérailles. Il y avait aussi, alors, autre sorte de crieurs, des crieurs de fête, comme on le voit à propos d'une contestation. L'un des réveils matins de la ville est en conflit avec un autre parce qu'on lui a pris son métier. En fait, on s'accorde en disant que l'un criera pour les morts et les processions et que l'autre criera pour les fêtes de Notre-Dame et les saintes patronnes des mêmes confréries. Donc c'était une manière d'arranger les choses.
Alors, on va aussi parler d'institutions qui sont importantes dans la France d'Ancien Régime, qui sont bien sûr les juridictions. Alors, Lyon a la particularité de ne pas avoir été siège d'un parlement, contrairement à beaucoup d'autres villes, mis à part le parlement de Dombes. Mais Lyon a été siège d'une juridiction spécialisée qui est la Cour des monnaies et qui donc avait un ressort particulier puisqu'elle couvrait essentiellement le sud du royaume. L'éclairage public est aussi... Oui, si tu veux, oui. Oui, donc effectivement, c'est un peu particulier de parler de Parlement à Lyon. Comme je viens de dire, il n'y a jamais eu de Parlement à Lyon, c'était le ressort du Parlement de Paris. Simplement pour dire que le débat sur la création d'un Parlement à Lyon est loin d'avoir été inexistant. On en trouve des traces très très anciennes. Tout au long du XVIe siècle, c'est évoqué aux États généraux de Blois, puis à ceux de 1614. Toutes ces démarches, donc au XVIe siècle, sont vouées à l'échec, sans qu'on sache vraiment, on n'a jamais su vraiment pourquoi il y avait eu une opposition. Alors, sans doute une opposition du Parlement de Paris, très probablement, une volonté royale de ne pas entraver la vitalité commerciale de la ville de Lyon, et en particulier la conservation des privilèges des foires de Lyon. Pourtant, bien entendu, il était très important de pouvoir avoir un Parlement à Lyon, qui était, comme vous le savez, un pays de droit écrit, alors que Paris, c'était un pays de droit coutumier, donc il y avait des raisons très précises pour cela. Bref, donc, pour tout dire, ce projet de Parlement n'a jamais vraiment abouti. Il y a eu encore, alors au XVIIe siècle, on n'en parle pas très haut, très beaucoup, mais au XVIIIe siècle, ça revient. Et il y a plusieurs tentatives, en 1732, entre autres, et on se heurte toujours finalement aux mêmes arguments. Ça n'évolue vraiment pas du tout, on peut dire, donc à cette époque-là. Alors, il y a eu évidemment une tentative, je dirais, un peu parallèle, de création d'une cour souveraine à Lyon, puisqu'il n'y en avait pas, qui est la création de la Cour des monnaies de Lyon en 1704. Donc cette Cour des monnaies était chargée, donc vous avez une gravure sur la diapo, en fait elle formalisait une distinction qui avait déjà eu lieu depuis très longtemps, puisque la Cour des monnaies de Paris, il y avait une seule Cour des monnaies, c'était à Paris, avait déjà des commissaires particuliers en France, dans le reste du royaume. Il y en avait essentiellement un à Lyon, pour une partie du sud-est de la France, et un autre à Toulouse, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Occitanie, l'Aquitaine et autres. Donc en 1704, on crée une Cour des monnaies à Lyon pour essentiellement, la raison principale en est quand même d'essayer de mettre un point final à ce qu'on appelle la fausse réforme. Alors la fausse réforme, c'est faire de la bonne monnaie, c'est faire de la bonne monnaie, faire de la mauvaise monnaie avec de la bonne, si on peut dire ça. Puisqu'en fait, on imite ce que fait Louis XIV par ses manipulations monétaires, donc, et ça fait évidemment un profit considérable à tous les gens. Ça entretient un circuit, je dirais, européen, quasiment, dans tous les pays voisins, en Suisse, en Allemagne, en Italie, absolument partout, pour récolter les pièces et les métaux précieux, également d'ailleurs, bien entendu, avec les Indes, bien entendu. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, cette création est vraiment très, très liée à cette mise à l'écart de la fausse réforme qui, au dire évidemment des ministres du roi, nuit à la politique commerciale de la France de façon qui lui semble scandaleuse. Bon, ce qui est très, très discutable. Donc, en 1705, comme évidemment il n'y a pas tellement de candidats pour faire partie de cette Cour des monnaies, d'officiers, eh bien, on unit la Cour des monnaies
à la sénéchaussée et au siège présidial. Donc on a à partir de 1705 un tribunal complet qui s'appelle Cour des monnaies, sénéchaussée et siège présidial. Alors il siège évidemment à tour de rôle, c'est réglementé, organisé, etc. Bon. Cette Cour des monnaies fait son travail. Elle est surtout, donc, comme je vous l'ai dit, faite pour mettre un point final à cette fausse réforme. Elle s'illustre de façon tout à fait remarquable avec un personnage qui s'appelle Nicolas Foy de Saint-Maurice, qui est un commissaire extraordinaire du roi, qui n'est pas lyonnais d'ailleurs, et qui fait des expéditions, des tournées absolument dans tout le sud du royaume, comme vous le voyez, puisque la Cour des monnaies avait son ressort. Vous voyez, ça allait de la Provence au Dauphiné et du Dauphiné au gouvernement de Bayonne, en passant par les Pyrénées. Donc c'était un ressort immense. Donc il fait des récits extraordinaires. C'est un véritable personnage de roman, de ses expéditions au bord des Pyrénées, dans les montagnes argigeoises, auprès des Basques, évidemment. On ne comprend absolument rien. Et donc, c'est absolument extraordinaire. Et donc, cette Cour des monnaies résiste quand même tant bien que mal jusqu'à donc en 1725, il y a une réforme générale sous Louis XV des monnaies, donc il y a une stabilité monétaire. Donc, finalement, la raison principale de cette Cour est moindre. Et elle résiste quand même, cette Cour, jusqu'en 1771, avec la réforme de Maupoux, qui supprime les parlements et les cours souveraines. Donc c'est la fin de cette Cour souveraine qui est remplacée par ce qu'on a appelé le Conseil supérieur. Un Conseil supérieur, alors c'est une nouvelle tentative le but principal de tout ça, c'est de casser les parlements, bien entendu, et de casser le Parlement de Paris. Donc le but de tout ça, c'est ça, mais c'est de créer à Lyon un conseil souverain composé d'un certain nombre de bailliages et de sénéchaussées, malheureusement. Donc cette tentative importante avorte rapidement, puisque la réforme de Maupoux est supprimée en 1774. Bon. Il faut dire aussi un mot, bien entendu, à Lyon, il y avait un parlement, qui était le parlement de Trévoux, comme vous savez, qui avait été créé au XVIe siècle. Donc les magistrats étaient des magistrats lyonnais. Il fonctionnait à l'hôtel de Roanne, d'ailleurs, à Lyon. Et il a vécu jusqu'à la suppression quasiment du Parlement de Trévoux. Alors, comme l'heure avance, je vais me faire bref sur mes présentations. Donc là, une institution particulière, donc qui est l'éclairage public, puisque en fait c'est une institution tardive dans la ville de Lyon, puisque avant la fin du XVIIe siècle, il n'y a pas d'éclairage public. Celui-ci est instauré par un édit royal qui a essentiellement une finalité financière. Il s'agit à l'époque d'imposer aux villes du royaume l'éclairage par un traitant, donc un sous-traitant du pouvoir royal, qui devait percevoir une certaine somme et en reverser, bien entendu, au trésor royal. Il faut savoir qu'en 1697, les finances royales sont aux abois, on est en pleine guerre, et vraiment, Louis XIV a besoin de renflouer les caisses. Donc les échevins de Lyon essaient de minimiser au maximum la contrainte et de réduire au maximum le nombre de lanternes, puisqu'au départ il s'agit de mettre des lanternes qui sont apposées essentiellement dans la ville basse, le plus loin possible les unes des autres, parce qu'il ne s'agit pas non plus de multiplier la dépense, sachant que pour faire fonctionner des lanternes, il faut du suif qui coûte cher. Il faut également des gens pour allumer les lanternes. Et les lanternes en question sont à la fois sujettes au vandalisme, aux intempéries, et donc extrêmement précaires. Donc l'éclairage public est un souci à partir du XVIIIe siècle, essentiellement dans une perspective de
modération de la dépense publique de la part du consulat qui, à l'imitation d'autres villes, introduit à partir du dernier quart du XVIIIe siècle des réverbères qui se révèlent un peu plus économiques à la fois en main-d'œuvre et un petit peu plus sûrs aussi face aux intempéries. Mais il s'agit en rien d'innovation, la ville de Lyon se contentant de reproduire ce qui fonctionne ailleurs. Alors j'évoquerai très rapidement, mais c'est un élément important du dictionnaire, un quartier. Alors les quartiers, c'est une réalité sociale importante, puisque ça permet aussi de comprendre comment s'organiser un certain nombre de phénomènes sociaux et urbanistiques. Et donc, grâce à Olivier Zeller, nous avons un grand nombre de notices consacrées à des quartiers de la ville. Celui qui est représenté ici, bien sûr, par une image totalement anachronique, c'est le quartier du Gourguillon, quartier pauvre, marqué par une topographie difficile. C'est un quartier qui constitue un pénonnage et qui ensuite est fusionné avec Saint-Just et Saint-Irénée à partir de 1680 pour constituer un pénonnage unique. Alors, autre institution, les imprimeurs de la ville. Oui, alors il y avait des imprimeurs de la ville, il y avait aussi des imprimeurs du roi, qui se faisaient d'ailleurs concurrence. Les imprimeurs de la ville, un des premiers qu'on peut citer, c'est Jean Piliotte, qui est né dans les années 1540, est mort en 1612. Il est imprimeur ordinaire de la ville. Il est aussi imprimeur de la Compagnie de Jésus et de l'Archevêché. Mais, ma foi, il est un ardent activiste de la Ligue, dont il est aussi l'imprimeur. Ce qui lui est évidemment reproché au moment de la fin de la Ligue et de l'arrivée d'Henri IV. La charge lui est enlevée en 1594 pour être mise à Guichard Julieron, son adversaire politique et fervent partisan d'Henri IV. Le roi l'aurait ainsi récompensé pour son dévouement à son service en lui accordant le titre envié d'imprimeur du roi. Donc Julieron est aussi imprimeur du roi. 1594, il est donc imprimeur du roi, avec un autre qui s'appelle Thibaut Ancelin. Un des fils Ancelin lui succède, non, un des fils Julieron, pardon, lui succède en 1628 à cette charge. Il est aussi imprimeur du roi. Donc c'est le frère de Guichard qui récupère la charge. Là, il s'appelle Antoine, on est au milieu du XVIIe siècle. Et il est aussi donc imprimeur du clergé. Donc vous voyez, imprimeur du roi, imprimeur de la ville, imprimeur du clergé. À la mort d'Antoine, sa veuve garde la boutique et la charge jusqu'en 1705. À cette date-là, la charge d'imprimeur de la ville revient à André Laurence, qui lui succède donc en qualité d'imprimeur ordinaire de la ville en 1705. Son fils, André, est reçu en survivance à ce poste en 1715. Donc vous voyez, c'est vraiment des dynasties de familles qui se succèdent à ces postes évidemment très importants. Aimé de la Roche est nommé à cette charge par délibération consulaire le 2 octobre 1739. Il est imprimeur, lui, d'à peu près toutes les institutions et autorités municipales et autorités importantes de la ville, et il le restera jusqu'en 1789, et même au-delà. Et son atelier se trouvait, comme vous le savez, à la Grenette, qui était le fief des imprimeurs. Alors encore une autre réalité, les nations. Les nations, ce sont en fait des institutions liées aux foires à l'origine, avec un regroupement de marchands étrangers par origine géographique. Il y a 4 nations italiennes, les Florentins, les Lucquois, les Milanais et les Génois. Donc évidemment rien à voir avec ce que nous appelons nations aujourd'hui. Ce sont des institutions à la fois locales, au sens où l'élection se fait par des marchands résidant à Lyon, pour la désignation donc, de représentants des nations. Et en même temps, ce sont des institutions internationales au sens où il y a un lien maintenu entre les nations lyonnaises et leur ville d'origine. Ces institutions évoluent à partir du XVIIe siècle vers
des institutions plus proches d'un consulat comme nous les connaissons aujourd'hui. Ces nations avaient un rôle non seulement économique, mais aussi dans les fêtes, et notamment un rôle ostentatoire dans les grandes fêtes jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À ces nations italiennes s'ajoute une nation allemande, qui regroupe essentiellement les populations originaires du Saint-Empire, actives principalement au XVIe siècle, et enfin une communauté suisse, qui ne peut pas tout à fait être qualifiée de nation, puisqu'elle n'a pas exactement les mêmes privilèges, même si elle en a de très larges. Et surtout, c'est une communauté qui est beaucoup plus discrète que ses homologues italiennes. Et donc, elle existe jusqu'au XVIIIe siècle. Monnaie ecclésiastique. Alors, il existait bien une monnaie ecclésiastique à Lyon, qui remontait évidemment extrêmement loin dans le temps, puisqu'il était lié à l'archevêque et au chapitre. Cette monnaie donc lyonnaise de l'église de Lyon était évidemment l'héritière d'une très antique tradition depuis l'époque romaine, et la puissance de la seigneurie ecclésiastique lyonnaise conférait à son monnayage une importance particulière, mais qui contrastait quand même avec la modestie des échanges commerciaux de la cité dans les premiers temps du Moyen-Âge. En effet, quand on lit les tarifs de péage du pont du Rhône, par exemple, eh bien, on est très très surpris de voir, jusqu'à une date relativement avancée, la modestie, pour ne pas dire la médiocrité, de ce qui traversait Lyon, donc à cette époque-là, par le pont du Rhône, les échanges commerciaux ne passant pas par Lyon à cette époque-là. Bref, donc au cours du XIIe siècle, là, avec la fameuse bulle d'or de 1137, l'archevêque de Lyon obtient les jura regalia, c'est-à-dire entre autres, bien entendu, le droit de monnayage, qui lui est accordé là aussi avec le chapitre. Donc on peut dire qu'à partir du milieu du XIIe siècle, il y a une monnaie épiscopale, qui est la monnaie de l'archevêque et également du chapitre. Cette monnaie, donc on est aux environs de 1150, le denier lyonnais, ce qu'on appelle le denier lyonnais, est assez faible. Et après plusieurs variations, il se stabilise à un niveau très proche du denier parisis. On l'appellera plus tard le denier fort vieux, parce que vous allez voir, il y a un denier fort neuf. La monnaie de Lyon est en concurrence avec sa voisine, qui est la monnaie de Vienne. La monnaie de Vienne. Alors vous avez sur la diapo l'avers et le revers de ce denier fort, donc avec sur l'avers prima sedes et de l'autre Galliarum, prima sedes Galliarum, premier siège. Donc on est évidemment en référence à la primatie lyonnaise, alors que sur la monnaie viennoise, il y avait Maxima Galliarum, la plus grande des Gaules. Donc c'était une grande concurrence entre les deux. Alors c'était une concurrence évidemment surtout économique, parce que le denier lyonnais, qui est une monnaie forte, plutôt, vient donc en concurrence avec le denier viennois, et il faut mettre en place, donc vers 1220-1230, une réforme, et pour faire que 3 deniers viennois équivalent à 2 deniers lyonnais. Que se passe-t-il par la suite ? Eh bien, le monnayage épiscopal tend à devenir insuffisant, d'une part parce qu'il est alimenté par les mines d'argent du Lyonnais, il n'y en a pas beaucoup, vous savez où elles sont, et il est irrégulier. Il décline donc au cours du XIVe siècle, petit à petit. Il est surtout en concurrence, évidemment, avec les autres monnaies seigneuriales locales, donc les florins d'or Delfino essentiellement, mais également d'autres, et puis les monnaies évidemment royales. Ce qui fait que petit à petit,
la monnaie royale finit par envahir toute la région et que l'évêque est obligé. Alors d'abord, le roi de France Charles VI établit un atelier royal à Mâcon en décembre 1415, qui a pour ordre formel de frapper la monnaie à Lyon en l'hôtel de Roanne, et donc l'église de Lyon, oui, en effet, doit fermer les portes de son atelier. Donc 1415, c'est la fin de la monnaie ecclésiastique. Bon, le pied fourché, donc la démonstration de ce que ça peut, enfin de l'assiette de la taxe vous est donnée par cette image. Donc c'est essentiellement du bétail. Peut-être veux-tu rajouter quelque chose sur la taxe. Donc c'est une taxe sur voilà, c'est une taxe essentiellement sur les entrées de bétail. Et comme vous l'avez compris, comme les Lyonnais mangeaient beaucoup de viande, la taxe avait un impact assez fort sur la vie quotidienne. Le primat, donc, c'est un titre porté par l'archevêque de Lyon, titre qui au départ, en tout cas au Moyen-Âge, ne recouvre pas une réalité institutionnelle forte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que le primat est censé faire par rapport à ses collègues archevêques. C'est au XVIIe siècle essentiellement que se met en place une juridiction primatiale effective qui d'ailleurs a des usages un peu politiques, notamment du temps de Camille de Neuville. On trouve donc des traces de l'activité de l'officialité primatiale au XVIIe et au XVIIIe siècle, officialité qui se constitue un peu en niveau intermédiaire entre les archevêques et le pouvoir pontifical. Alors on change tout à fait d'univers avec le roi des Ribauds. Roi des Ribauds, je vais vous citer donc ce que dit Ménestrier, un historien bien connu dans son histoire civile et consulaire de la ville de Lyon à propos de ce personnage. Et il dit qu'il existait parmi les bas officiers de l'église de Lyon un roi du cloître et un roi des Ribauds ou portefaix. Le premier avait une espèce de juridiction sur tous les cabaretiers et l'autre avait la permission d'entrer dans le cloître et même dans l'église vêtu d'un habit en forme de raie ou réseul. C'était une espèce de tissu un petit peu en forme de filet, on peut dire ça comme ça, et que l'on appelait filoche. Et devait donc donner à l'entrée de la porte du cloître, dite porte-froid, 5 sols au roi du cloître pour ses droits. Son emploi était de rechercher des femmes publiques, et s'il les trouvait hors de leur habitation, établies aux extrémités de la ville, ou vêtues comme les femmes de qualité, et sans la marque qui leur était assignée d'une espèce d'aiguillette ou de nœud de ruban sur une de leurs manches, eh bien, il avait l'ordre de les arrêter et de le mener par la ville enfermé dans un filet, pour les faire voir et siffler par tous les passants. Ce sont ces deux officiers qui causaient le plus de troubles en cette ville par les scandales qu'ils causaient, et ils paraissaient indignes de sa majesté et de la majesté d'une église aussi sainte et aussi vénérable qu'était celle de Lyon, de tolérer ces désordres qui n'éclataient jamais plus qu'à la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans la foire qui se tenait dans l'enceinte du cloître où se commettaient de grands abus que des temps plus sages ont corrigés. Justement, à propos de correction des abus, une société secrète, la Compagnie du Saint-Sacrement, de près ou de loin, on en a entendu un peu parler, puisque en fait Molière y fait référence dans sa célèbre pièce, le Tartuffe. À Lyon, elle apparaît dès 1630 pour disparaître très rapidement en 1634 et réapparaître à partir de 1645. Et elle semble s'étendre en fait jusqu'en 1731. Donc ce qui est compliqué avec l'histoire d'une société secrète, c'est que, bien entendu, il y a peu d'archives explicitement rattachées à la Compagnie du Saint-Sacrement à Lyon. Néanmoins, on sait
que c'est une institution qui a un rôle important dans l'histoire locale parce que, d'une part, elle regroupe des collaborateurs de l'archevêque Camille de Neuville qui eux-mêmes ont un rôle important dans la fondation d'institutions sociales, si je puis dire, liées à l'Église. Et d'autre part, parce qu'elle a un souci de moralisation générale de la société et de conversion aussi des protestants. Voilà, donc elle figure dans notre dictionnaire parce qu'il paraît quand même important, même si ce n'est pas une institution au sens classique du terme, de faire référence aussi à ces groupes sociaux qui ont eu un rôle dans la vie institutionnelle à Lyon. Et pour terminer, donc la Chambre de la Santé. Oui, la Chambre de la Santé, c'était une organisation temporaire qui était mise en place donc pour assurer la police sanitaire pendant les épidémies. Jusqu'en 1576, les règlements pris par les autorités administratives lyonnaises pour prévenir et tenter de guérir les effets des épidémies n'avaient finalement que peu de portée sur les populations. Et c'est donc qu'à partir de cette date, 1576, qu'une véritable politique, une véritable organisation policière et administrative se met en place en temps de peste avec l'établissement d'un bureau de la santé, qu'on appelle la Chambre de la Santé, formée par les notables de la ville. Ces officiers détiennent le pouvoir de promulguer des ordonnances et de poursuivre en justice les contrevenants. En collaboration avec les autorités municipales et renforcés par le discours médical et religieux, ils constituent donc un pôle de production des normes de comportement en temps de peste. Ce bureau était composé de 4 notables députés assistés de 8 médecins qui les conseillaient. Cette organisation fut confirmée sous Henri IV, mais l'épidémie de 1628 fut l'occasion d'une profonde réorganisation. On créa alors 6 commissaires, dont 2 magistrats, un médecin, 3 bourgeois et un ex-consul. Puis on a rajouté quelques personnages par la suite. Sous leur commandement œuvraient donc des officiers commis pour le fait de la santé, chargés de faire respecter les mesures particulières en temps de peste, établissant un véritable ordre et une police en vue de la conservation de la santé. Oui, donc vous avez sur l'image là une vue de ce qui était donc je crois à la Quarantaine. Ce sont des cabanes, hein, qui étaient donc construites en temps de peste, dans lesquelles on mettait les pestiférés pour les isoler, c'était dans le but de les isoler, et ces cabanes, paraît-il, étaient brûlées à la fin de l'épidémie. Voilà, alors nous avons fini notre énumération. On aurait pu lire les 646, mais peut-être qu'on aurait passé la nuit. Peut-être que vous avez des questions. Et en tout cas, nous vous remercions pour votre attention.